Prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Mansour. Prête-moi ta plume, émission réalisée par Soubir Ketani. Prête-moi ta plume. Bonsoir, amis auditrices, amis auditeurs, merci d'être avec nous ce soir encore pour écouter Le métier à tisser de Mohamed Dib, troisième volet de la trilogie Algérie, après La Grande Maison et L'incendie. Nous avons commencé ce troisième volet la semaine dernière et vous avez vu le petit Omar, qui a maintenant 14 ans, se frotter au monde du travail. Sa mère a réussi à lui trouver une place dans un atelier de tissage. Il va rencontrer pour la première fois des jeunes comme lui, Hamdouche, un peu agaçant, et des adultes surtout. Et auprès de ces adultes, il va commencer à deviner ce qu'est la vie des grands. Nous avions laissé Omar en discussion avec notamment un de ces vieux dont les autres se moquent, Routi Lamine. Et pour la première fois, Omar s'est senti exister dans cet atelier parce que Routi Lamine s'intéresse à lui et à sa famille. Prête-moi ta plume.
fréquemment de nous, dit le rouquin Ukasha sur un ton qui jugeait sûrement embarrassant. Sais-tu au moins ce que nous valons? Sais-tu de quoi nous sommes capables? Et quels méfaits nous pourrions commettre? Il souligna ces derniers mots d'un regard cauteleux. Les tisserands écoutaient. Nous sommes comme tout le monde. Nous en valons bien d'autres, répondit Ukasha. Puis, après réflexion, il ajouta. Ni pire, ni meilleur, seulement un peu plus malheureux. Tu mens! Chacun de nous cache un monstre en lui. Nous avons l'air d'être comme tout le monde, mais nous ne le sommes pas. Et nous refusons tous d'en convenir. Nous parlons, vivons, travaillons en baissant la tête. Mais nous n'attendons que l'occasion de montrer le mal que nous pouvons faire. Une âpreté qui n'augurait rien de bon faisait trembler la voix de Hamdouche. Nous sommes capables de Dieu sait quoi. Il n'y aurait, selon toi, que des gens dangereux chez nous, des gens bons à enchaîner. Pour ça, c'est sûr. Alors Ukasha eut un rire bref. Ça changera, dit-il. Il n'y a que toi et quelques lunatiques de ton espèce pour le croire. Depuis le temps qu'on vous l'entend répéter. Non, plus personne ne se laisse prendre. Hamdouche ne pouvait tenir en place ni maîtriser sa nervosité. Et comment ça changera, s'il te plaît? Nul ne peut prévoir comment les choses se passeront exactement. Hamdouche se tint quoi un moment, soudain il se récria. « Non, ça ne me convient pas !» Il se passa prestement la langue sur les lèvres, puis, comme s'il avait avalé un mot de travers, il agita la main devant lui. « Tous ceux que je vois se mettre en frais, se dépenser en paroles généreuses, ne font que cracher en l'air. Ils se trompent et nous trompent. Leurs discours ne remueront pas le plus petit caillou du chemin, et s'ils disent le contraire, ils mentent. » Il cligna de l'œil avec goguenardise. « Ce qu'il faut, petit père, c'est un autre genre d'homme. » Il se frictionna la poitrine avec lenteur et satisfaction. « Regarde-les dans la rue, tes frères. Qu'attendre de cette armée de fantômes affamés ?» Ukasha décrocha la tempia qui maintenait sous le tissage l'écartement des lisières, se redressa. « Il faut beaucoup de force d'âme pour accepter la vie comme un bien, pour oublier les maux qui pèsent sur nous, dit-il. Hamdouche riposta. « Tu es l'homme d'un rêve. » En s'écriant ainsi, on eût dit qu'il voulait tirer son interlocuteur d'un profond sommeil. Ukasha sourit. Lorsqu'il eut, avec son aide, Hussein Tarf tourné l'ensoupleau et raccroché la tempia, il frotta une allumette, porta la petite flamme ondoyante vers le mégot qu'il serrait entre les lèvres, en inclinant la tête de côté. « Il nous faut ce rêve, » répondit-il. « Il n'en faut à aucun prix, seule la vérité, toute nue !» Les poings serrés, Hamdouche levait les bras au ciel et gesticulait. Il en frappa son métier. « Pour moi, tout ça ne vaut rien !» protesta-t-il d'une voix étranglée. Alors, Shaul chanta à tue-tête. « La nuit est tombée, où passerons-nous la nuit? وين نباتوا وإذا طاح الليل وين نباتوا. » Prête-moi ta plume.
حبيت اليوم نغني عليك ياللي ديما في بالي في بالي. الزمان داني بعيد عليك يا دزاير يا بلادي بلادي. حبيت اليوم نغني عليك ياللي ديما في بالي زمان الداري بعيد عليك يا دزاير يا بلادي. حبيت اليوم نغني عليك ياللي ديما في بالي زمان الداري بعيد عليك يا دزاير يا بلادي. مازال نشفى والله ما نسيت بليالي بداك المكان المراسم واللي حبيت المحبة في العين تبان. بلغت مقصودي عليك غنيت صوت غيطارة والميزان هي سر والزين عليك القلب يحبك ما يتلام واليوم انايا بعيد عليك راكي نتفكر ليا. حبيت اليوم نغني عليك ياللي ديما في بالي زمان الداري بعيد عليك يا دزاير يا بلادي. حبيت اليوم نغني عليك ياللي ديما في بالي زمان الداري بعيد عليك يا دزاير يا بلادي. شحال انايا توحشتك شحال انتي خصيتيني اسمك انتي وخيالك في المنام تجي زوريني. شحال توحشتك انتي بعيدة عني شمسك بحورك ورمالك وجبال وسول سلبت عقلي. انتي المليح كله ديالك وانا المليح دالي عقلي. حبيت اليوم نغني عليك ياللي ديما في بالي زمان الداري بعيد عليك يا دزاير يا بلادي. حبيت اليوم نغني عليك ياللي ديما في بالي زمان الداري بعيد عليك يا دزاير يا بلادي. خاطري زاهي في سلوان نسيت نحيي مع باسي قلب لي يهواك فرحان وشوق باين في احساسي. تعرفيني ظريف وفنان فنك يحضر في عراسي بالغنى والالات والحان كلام يغمز تقول عليه ان شاء الله تسعد لنا نية نالو في هادي وهادي. حبيت اليوم نغني عليك ياللي ديما في بالي زمان الداري بعيد عليك يا دزاير يا بلادي. حبيت اليوم نغني عليك ياللي ديما في بالي زمان الداري بعيد عليك يا دزاير يا بلادي. علاش طبحرك يا مقعد انا وكيتاتي متوانسين نجوم معانا صارت قمرة تدوي في داك الزين. الريام غنات ورقصت فراول سحلي مع الحسين على بلادي كتبت ولحنت حالي مرياض يهدي عليك وسلامي ليك انتي نبعات بد الشوق اللي في عيني. حبيت اليوم نغني عليك ياللي ديما في بالي زمان الداري بعيد عليك يا دزاير يا بلادي. حبيت اليوم نغني عليك ياللي ديما في بالي زمان داني بعيد عليك يا الجزائر يا بلادي بلادي. Ses doigts, en quête d'une cigarette, fouillèrent fébrilement le paquet qu'ils déchirèrent. Ça y est,
c'est décidé. Décidé, murmura-t-il, je m'en vais. Loin, là où personne ne saura qui je suis. Pourquoi? S'écria Omar. Qu'espères-tu trouver? Ce que j'espère trouver? Urracha réfléchissait. Tu ne comprends pas? Ah là là, veux-tu, oui ou non, venir? Non. Urracha ne dit rien. Il ne se montra pas surpris de ce refus. Il s'y attendait. Peut-être même le souhaitait-il. « Je ne peux plus rester, reprit-il alors, presque sur un ton de prière. J'ai eu mon compte. » Une lassitude inexprimable avait affleuré sous ses paroles. Il tapa dans ses mains et commanda 2 autres verres de thé. « Buvons encore quelque chose ensemble. » Il sourit. Omar sourit aussi. « Il y a une chose que je ne comprends pas, dit Urracha. J'aurais de la peine à me séparer de toi. » Il regardait attentivement le garçon. « Vrai, j'en aurais de la peine. » Le serviteur s'approcha, déposa 2 verres de thé brûlant et enleva ceux qui étaient vides. Dès qu'il eut le dos tourné, Urracha continua. « La vie, ici, c'est du sable. On s'en remplit les mains et on n'attrape rien. » Il but une gorge de thé, puis une autre, tête baissée, tout en observant Omar par-dessus son verre. « C'est peut-être ma dernière chance. » Et plus bas. « Je n'en serai peut-être pas plus heureux pour ça, mais je me sentirai moins en désaccord avec moi-même. » Il eut un sourire silencieux, un peu crispé. « J'ai l'âme triste, triste et inquiète, terriblement inquiète. » Le silence retomba entre eux. Après un moment, Urracha sourit sans entrain. « Je finirai par mépriser tout le monde autour de moi si je ne... » Il fit un geste du bras comme s'il écartait des fantômes. La soirée d'été suspendait une atmosphère rose et grise. Les vitrines s'illuminaient, mais la nuit était longue à venir. Une grande paresse embarrassait les rues. Omar errait au hasard, la tête vide, point triste, mais le cœur déchiré. Il marchait avec précaution. Lui et Urracha s'étaient dit adieu. Il arriva au parapet d'où l'on avait vu sur la plaine. Il demeura à contempler les cultures, les routes, les vallonnements. Il regardait le paysage enclos par la nuit. La terre sombrait doucement. Il respirait le parfum infini et vif de la campagne. Ce fut un monde dépouillé, apaisé, qu'il eut ensuite sous les yeux. La nuit était tombée. Une paix venue des profondeurs gonfla le cœur de Omar. Il retourna dans la foule qui emplissait les rues. Il éprouvait le besoin de se sentir entouré, porté par ces gens qui ne connaissaient guère, mais dont la présence le réconfortait. Lampes à carbure et ampoules électriques accrochées en feston tout au long des trottoirs par les marchands de fruits, éclairaient des éventaires qui ruisselaient de couleurs vives et appétissantes. L'été enivrait la ville. À l'éclat extrême, à la chaleur étincelante du jour, avait cependant succédé une fraîche haleine.
Le cri prolongé des vendeurs de glace dominait l'animation du crépuscule. « À la vanille !» Les premières étoiles jalonnèrent le ciel de leurs signaux. Omar croyait voir les visages refléter dans la pénombre l'exaltation qui l'agitait. Ces hommes étaient à sa ressemblance. Eux aussi paraissaient attendre quelque inimaginable certitude après des jours et des jours sans espoir. Prête-moi ta plume. حلوا البيبان رانا جايين حلاوة التلسان الكلام الرزين حلوا البيبان حلوا البيبان حلوا البيبان حلوا البيبان حلوا البيبان رانا غير جايزين هو وميزان الصوت الحنين حلوا البيبان حلوا البيبان حلوا البيبان حلوا البيبان قلوبكم مقصور جينا زايرين في يديكم معطور رانا مغمومين اليوم رانا اخوان صحاب وجيران ننساو الهموم بعدو الغيوم رجال ونسوان فلان وفلتان قاع مجمعين رانا سهرانين حلوا البيبان رانا جايين حلاوة التلسان الكلام الرزين حلوا البيبان حلوا البيبان حلوا البيبان حلوا البيبان حلوا البيبان رانا غير جايزين هو وميزان الصوت الحنين حلوا البيبان حلوا البيبان حلوا البيبان حلوا البيبان نحكوا شي حكايات نخفوا القلوب نتفكروا اليامات نفكوا القيود اليوم رانا اخوان صحاب وجيران ننساو الهموم بعدو الغيوم رجال ونسوان فلان وفلتان قاع مجمعين رانا سهرانين حلوا البيبان رانا جايين حلاوة التلسان الكلام رزين حلوا البيبان حلوا البيبان حلوا البيبان حلوا البيبان حلوا البيبان رانا غير جايزين هو وميزان الصوت الحنين حلوا البيبان حلوا البيبان حلوا البيبان حلوا البيبان حلوا البيبان رانا جايين حلاوة التلسان والكلام الرزين حلوا البيبان حلوا البيبان حلوا البيبان حلوا البيبان حلوا البيبان رانا غير جايزين هو وميزان الصوت الحنين حلوا البيبان حلوا البيبان حلوا البيبان حلوا البيبان. Il faut tout simplifier. Il faut supprimer toutes les différences qui existent entre les hommes. Et ceux qui s'y opposent, il faut les écraser. Oui, pas de différence. Hamdouche avait affirmé cela d'une voix qui claquait comme un fouet. Abbas Ber ronchonna. Il ne désirait manifestement pas engager la discussion avec un pareil excité. Il se défendit pourtant comme s'il avait été mis en cause. « Quoi, je dis la même chose aussi. Tu mens. Tu adores tout ce qui est ancien. Tu n'es pas le premier que je vois comme ça. Vous êtes tous les mêmes. » « Alors ne cherche pas à te distinguer toi aussi, » dit Abbas. L'autre ouvrit des yeux ébahis, le dévisagea d'un drôle d'air.
Celui qui voudra se distinguer des autres, il faut le supprimer, celui-là. Abbas Bar eut un mouvement d'exaspération, mais renonça à répondre. Les tisserands, sans acquiescer ni contredire, travaillaient avec ardeur. Quelques-uns s'arrêtaient par moments, se moquaient du bonimenteur, puis reprenaient leurs tâches. « C'est Dieu qui nous a ordonné de vivre ainsi !» lança Abbas finalement. Hamdouche le fixa d'un regard bizarre. « Peut-être est-ce Dieu qui... Mais il y a beaucoup de choses que vous ne faites pas, quand bien même il l'a ordonné. » Une fois de plus, Abbas Bar fit la sourde oreille. Omar écoutait ahuri. Il ne lui semblait pas que ce fût Hamdouche qui parlait. « Pourquoi nous débites-tu ce galimatia ?» s'enquit enfin Shaul. « Pour qu'on voie clair. »« Voir clair ?» Shaul haussa les épaules. « Les hommes ont été toujours unanimes pour se tondre et s'entre-dévorer. »« Tout le mal vient de leur bêtise, » ajouta-t-il. « Comprends-le. À la fin. » Hamdouche se tut. À la sortie, Omar lui demanda « Pourquoi as-tu été si énervé ?» Hamdouche fit une moue courroucée et ne lui répondit pas. « Quelle prison! Allons-nous-en d'ici !» dit-il. Et ils sortirent de la cave. Ils se rendirent tous deux, alors que ni l'un ni l'autre ne l'avaient décidé, à l'un des cafés du Beylik. S'étant attablés face à la rue bruyante et poussiéreuse, ils continuèrent à se taire. La soirée était avancée. Les ombres des maisons s'allongeaient à travers la chaussée. Quelque chose d'oppressant accablait cette fin de journée d'août. Les bras croisés sur la poitrine, Hamdouche scrutait avidement tout ce qui se passait. Quelquefois, on a honte de soi, dit-il alors d'un ton inhabituel chez lui. Omar tourna doucement la tête. Hamdouche reprit. C'est une chose que je ne peux pas comprendre, la patience. Moi, pour un rien, je me mets à trembler, à crier. Il parlait les yeux béants et soudain, il partit d'un grand rire. Tu veux que je te dise quelque chose? Des fois, je sens comme si j'étais seule au monde et qu'en dehors de moi, rien de vivant n'existe. Alors, je deviens insupportable. Je me suis à charge. C'est probablement une maladie que j'ai. Il loucha vers son compagnon. Soit que la mine de Omar lui rassurait, soit que son humeur l'eût incliné à s'épancher ce soir plus qu'à l'ordinaire, il continua, mi-gai, mi-sérieux. Il y a quelque chose, en tout cas, qui ne va pas. Je ne sais où. Pourquoi est-ce que tu te tais? Je pense à ce que tu dis. En effet, Omar réfléchissait aux paroles du rouquin. Les regards de Hamdouche se posèrent sur lui avec une sorte d'inquiétude vague. « Je ne te crois pas, » dit-il. « Non, tu as raison. » De fait, Omar n'aurait su dire ce qu'il éprouvait pendant qu'il l'écoutait se confier à lui. Il avait l'impression qu'un brouillard opaque enveloppait sa pensée. Dans la rue, les silhouettes des passants noircissaient, se transformaient progressivement en ombres mouvantes. La nuit était là. Ayant vidé chacun le fond de son verre, Omar et Hamdouche se levèrent et partirent à travers la ville. Le rouquin avait demandé à Omar de le raccompagner jusqu'à sa porte. Celui-ci avait accepté. « C'est bien, Hamdouche, tu en tueras un, et même plusieurs, et après, qu'est-ce que tu feras ?» Ce n'est pas maintenant qu'on doit penser à ce qui se passera après.
Comment ne comprends-tu pas ça? On y pensera après. Il faut d'abord agir. » Les lèvres du rouquin se gonflèrent, ses narines s'élargirent et subitement sa voix explosa, ardente et basse. « Nous devons être terribles. Terribles non seulement par notre aspect, mais par notre caractère. Vaincus ou vainqueurs, peu importe, pourvu que nous soyons terribles. » Son visage avait pris une couleur blême. Mais il continua plus calme. « Assez de vivre comme nous avons vécu. » Omar ne pouvait détacher ses regards de son compagnon, ni juguler l'émotion qui s'était emparée de lui. Omar prit la main du tisserand, la secoua. « Toi aussi, tu es l'homme d'un rêve. » Hamdouche était tellement agité qu'il n'avait pas entendu ces paroles. Omar le quitta vite. Alors, à travers l'obscurité lui parvint la voix du rouquin rogue et à la fois étrangement moqueuse. « Il n'y a que l'action qui paye !» Les rues se vidaient, et dans le cœur de Omar, comme dans ces rues, il n'y eut plus de place pour l'angoisse. Subitement, il se dit que sa liberté était à lui. Il devait s'en servir selon ce que sa volonté lui dicterait. Prête-moi ta plume. Aoukacha partit. Hamza disparut mystérieusement à son tour. Et Hamdouche n'était pas venu travailler depuis 2 jours. Omar décida, ce matin de dimanche, d'aller le voir à son logis. Une incompréhensible inquiétude s'était levée en lui. Il ne savait pas pourquoi elle le tenait. Il n'aurait pas pu dire pourquoi. Hamdouche lui valait ce souci subit. Pas plus que ses propos, l'attitude du rouquin n'était simple. Hamdouche attiré et repoussé, provoqué et blessé. Mais par l'âge, il était celui des tisserands dont Omar se sentait le plus proche. Et le départ de Aoukacha avait fini par l'en rapprocher. Il exerçait une sorte de fascination sur lui. Une attirance inexplicable portait Omar à rechercher sa compagnie. Certes, il y avait quelque chose de sauvage, d'inapprivoisé en Hamdouche. Sur la ville, l'été flamboyait. L'air était léger, le ciel ivre déversait une chaleur éblouissante. Omar se rendit dans ces bas quartiers où l'on est continuellement comprimé, heurté, emporté par le flot des passants. À tous les coins, des mendiants gémissaient. Seuls, par groupes, quelquefois perdus dans la cohue, reconnaissables néanmoins à leur démarche tâtonnante. Qui entendait leurs implorations? Leurs voix se perdaient dans la rumeur, mais ils persistaient à crier sans se décourager. À un croisement de rue, Omar aperçut un agent de police et une femme entourés de plusieurs personnes. « Tu ferais mieux de rentrer chez toi, » disait-il à la femme, d'une voix qui s'efforçait de rendre persuasive. « Rentre chez toi !» La femme tremblait. Sa parole se faisait de plus en plus aiguë. « Ce sont toujours les mêmes quand il s'agit d'emmener nos hommes en prison. Mon mari a été arrêté par lui et par un autre. Et maintenant il me dit de rentrer chez moi. »« Rentre chez toi !» cria l'agent. « Allons, vous autres, dégagez !» La femme, soudain calmée, n'en tint pas moins bon. Elle continua à parler, le visage dévoilé devant tous les hommes, entretenant la foule qui peu à peu se formait avec cette spontanéité que donne le malheur. « Celui-là se dit notre frère.
Écartant son haïk, elle montra l'agent. « Bonnes gens, un homme qui porte un uniforme pareil, est-ce qu'il peut se dire encore notre frère ?» L'agent s'avança et reprit de sa voix de représentant de l'autorité. « Éloignez-vous, vous bloquez la voie publique !» Les gens s'écartèrent, firent de la place. Il revint sur ses pas et le barrage humain se referma. Se retournant, le flic ouvrit de grands yeux. Il se mit à gesticuler. « Il y a 1 heure qu'on essaye de vous raisonner, alors, il n'y a pas moyen ?» Personne ne broncha. Le rassemblement était composé presque autant d'hommes que de femmes, voilés et d'enfants. L'un des hommes, un campagnard, à en juger par sa mine, s'appuyait sur un bâton. Dans cette posture, il surveillait tranquillement les allées et venues du flic. L'agent s'avança vers lui. « Qu'est-ce que tu fais ?» L'homme regarda les autres avec une expression de surprise et ne bougea pas. « Qu'est-ce que tu fais là ?» réitéra le flic. « Tu as peut-être envie que je te fiche dedans ?» « Tu peux me fiche dedans si tu veux. » « Je regarde. » L'agent se tut. Le paysan, visage expressif, allure décidée, se tenait les pieds écartés, les mains toujours derrière le dos. « Tu veux que je te fiche dedans ?» demanda l'agent. « Qu'est-ce qui te prend ?» Sur un ton de conversation familière, la femme parlait de son malheur à tout le monde. « Pourquoi diantre ne décampez-vous pas d'ici ?» reprit l'agent. « Nous sommes tous frères, » dit l'homme qui paraissait être un flah. « Exactement, » convint l'agent. « Tiens, il se souvient de son origine, » dit une voix en retrait. « On croirait à vous entendre que c'est tout juste si on n'est pas des monstres, » bougonna le flic. L'homme répondit. « Tu es un agent de police. »« Bien sûr que je le suis. » Et s'adressant à la foule, « Je dois faire mon devoir. »« Laisse-moi te dire ceci. Entre frères, » intervint quelqu'un. « C'est un bon frère comme toi qui m'a fendu le crâne un jour. Pourquoi ? L'heure était passée pour les marchands de plein vent et je ne déguerpissais pas assez vite avec mes légumes. Qu'est-ce qui te prend de parler comme ça ? Je ferai bien de te fiche dedans. Allons, faut pas gêner la circulation !» Le rassemblement devenait de plus en plus dense. Les gens restaient là à regarder et à écouter la femme. « Mais qu'est-ce qui se passe, hein ? Mais qu'avez-vous donc tous ?» Un silence de mort se fit après ces paroles dans la masse sombre sans fissure. Là-dessus, l'agent demanda tout bas. « Qu'est-ce que vous voulez ? C'est mon gagne-pain, j'ai 8 enfants. Avez-vous quelque chose à me reprocher ?» Au bout de quelques instants, le paysan dit « Laissez-le. Allez en paix. » Quelques-uns s'éloignèrent, laissant la voie libre aux autres. Un sourire de reconnaissance réapparut sur la face de l'agent. « Prête-moi ta plume. » استعمار في بلادنا نكسر سيف الظلم في الحروب هلكوه الشجعان ضحات الرجال في الغيب والصحراء وجبالنا تحيا الجزائر حرة ويحيا والشبان تحيا الجزائر حرة رجال ونسوان تحيا الجزائر حرة رجال ونسوان نبدأ بسم الله نور القلوب لساسي منا
هادي شفيعنا سيد بن عدنان. الله أكبر سلاح المجاهدين سيادنا، تنصر جيش مسحر عن العداء مرفض الرحمن، اللي استشهدوا مرحوم واللي عاش يبقى في الامان. الحمد لله ما بقاش استعمار في بلادنا، نكسر سيف الظلم في الحرب هلكوه الشجعان، ضحات الرجال في الغيب والصحراء وجبالنا، تحيا الجزائر حرة يحيا والشبان، تحيا الجزائر حرة رجال ونسوان، تحيا الجزائر حرة رجال ونسوان. رحموا عالشهداء المسبلين لأجل وطننا، اكرمهم يا ربي بالقصور في جنة رضوان، ودع الرحمن في القلوب يتربى ولادنا، والمسلم معلوم بالعفو جاء في القرآن. يا مواطن اجتهد وتقدم بعلوم الزمان، جزائر عربية أبيض وخضر معروف علامنا، في نجمة وهلال منورة رفدوها الشجعان. جدرها نازغية والإسلام نور اعتقادنا، احفظها يا ربي وصونها من كيد الطغيان. تحيا الجزائر حرة رجال ونسوان، نطلب ربنا بالنصر ديننا، ويحيا شعبنا في جاه العنان، نطلب ربنا بالنصر ديننا، ويحيا شعبنا رجال ونسوان. الحمد لله ما بقاش استعمار في بلادنا، نكسر سيف الظلم في الحروب القوى الشجعان، ضحات الرجال في الغيب والصحراء وجبالنا، تحيا الجزائر حرة ويحيا والشبان، تحيا الجزائر حرة رجال ونسوان، تحيا الجزائر حرة ويحيا والشبان، تحيا الجزائر حرة رجال ونسوان، تحيا الجزائر حرة رجال ونسوان. Prête-moi ta plume. Après les rues encombrées, après la foule assourdissante, le silence faisait ici une brusque remontée. Quelle paix soudain dans ces venelles étroites et tortueuses. Le soleil musardait sur les maisons chenues, décrépites, qui se haussaient les unes sur les autres, l'air hirsute sous les touffes d'herbe qui empanachaient les façades. Celle-ci n'avait d'ouverture sur l'extérieur que l'entrée profonde, où l'on descend souvent par une ou deux marches. De lourdes portes à heurtoirs en auraient défendu l'accès si elles ne béaient de jour comme de nuit. La vie des habitants, conversations, voix de femmes, pilons qui tintaient comme des cloches, semblait ouverte sur un autre monde. Omar avisa une bâtisse massive, en franchit la grande entrée, puis poussa une porte exiguë, perchée à 3 marches au-dessus du sol, dans un recoin. Il prit l'escalier étroit, en colimaçon très sombre, qui le mena au logis de son ami. Sur le seuil, il demanda « Il y a quelqu'un ?»« Comment ? C'est toi ? Entre, monseigneur !» C'était la voix rigolarde de Hamdouche. Dès qu'il eut mis le pied dans la chambre, Omar fut aveuglé par le soleil qui entrait par 2 fenêtres. Hamdouche était allongé, tout habillé, mais les pieds à l'air sur un matelas aussi plat qu'une galette.
Il se redressa, un sourire dans les yeux, commença à chausser ses sandales. La chambre, entièrement nue, était badigeonnée de blanc. Au-dessus de la paillasse, un manteau sans couleur élimé pendait à un clou. Une caisse, couchée sur le flanc dans un coin, recelait un petit réchaud à alcool, une théière cabossée, une bouteille, une tasse, un plat. Sur la caisse, un bouquet de menthe fraîche trempait dans un verre. Il n'y avait rien d'autre dans la pièce. Hamdouche s'était levé. « C'est bien, ici. » Il s'étira et répondit à sa propre question avec des bâillements dans la voix. « On y est bien, surtout en été, car pendant la mauvaise saison... brrr. » Il se mit à préparer du thé. Omar, qui n'avait pas ouvert la bouche, s'était approché d'une fenêtre. Il regarda au dehors. On ne voyait que les terrasses voisines, la maison étant assez basse. Mais le ciel, ce matin, était incomparablement pur. Hamdouche s'éclipsa et revint quelques minutes après avec du pain français à la main qu'il déposa sur la caisse. Il alla jeter l'eau du verre par la fenêtre. Le thé avait infusé. Il versa un fond du liquide ocre dans le verre et goûta. Il le reversa dans la théière, qu'il secoua énergiquement en lançant un juron. « Salope, ne fais pas d'histoire !» Il remplit le verre à nouveau jusqu'au bord, cette fois. Il le tendit à Omar. Pour lui, il prit la tasse qui se trouvait dans la caisse. « Il est beau ?» Les lèvres sur le verre, Omar remua affirmativement la tête. « Heureux !» Hamdouche eut un sourire épanoui. « Si tu avais dit le contraire, je t'aurais renversé la théière sur la tête. » Il offrit du pain au garçon qui le refusa, malgré l'insistance qui mit le rouquin. « Tu n'as pas faim ?»« Non. » Ils continuèrent à boire leur thé. Hamdouche mangeait du pain aussi, en même temps. Silencieux, chacun surveillait ce que l'autre allait dire. Hamdouche avala bruyamment une lampée de thé sur le morceau qu'il venait d'enfourner avec une voracité d'affamé. Puis il grogna. « Tu n'es pas un garçon quelconque, mais parfois tu montres de la fantaisie. »« Comment ?» fit Omar. « Je ne peux pas te l'expliquer, seulement je me comprends. Tu agis comme si les gens étaient perdus et que tu n'es sur cette terre que pour prendre part à leurs souffrances. » Il regarda de côté et parut réfléchir à quelque chose. Ainsi était Ukasha. L'avais-tu entendu dire quelque chose sur mon compte ? Sans hésiter, Hamdouche répondit. Il pensait que tu es quelqu'un qui a souffert plus que d'autres, que tu souffres encore davantage parce que tu es plus sensible. Brusquement, il éleva le ton. Ukasha aussi s'en faisait pour les autres, plus qu'on ne le lui demandait. Il aimait à consoler. Les consolateurs sont des trompeurs. Avec sa brutale franchise, il avoua. Naturellement, on ne pouvait pas le croire. Il se remit à mâcher du pain et à boire du thé. Il ne fréquentait pas les femmes, il était propre, il aimait l'ordre, il était bon. Ah, c'est trop! Curieusement, il évitait les regards de Omar, mais ne l'en surveillait pas moins du coin de l'œil. Omar s'étonnait d'avoir été si longtemps avant de s'apercevoir que le rouquin cachait une seconde nature. Comme si de parler avec lui sans témoin le lui révélait. Il en oubliait de lui demander la raison de son absence pendant ces derniers jours, mais Hamdouche poursuivit. Il n'est pas question de plaindre les gens. Ils ne vous demandent pas d'avoir pitié d'eux. Vous leur voulez du bien,
alors que c'est de justice qu'ils ont soif. Omar se sentit mortifié. Tendant le visage vers le garçon. « Mauvaise disposition !» assura le rouquin avec conviction. « Non, mais représente-toi l'effet que ça leur fait. Ça ne leur enlève pas un gramme de leur misère. Ce serait trop facile. » Tu détestes les hommes. Je veux qu'ils apprennent à ne vouloir qu'un seul bonheur, la liberté. Il y a le bonheur de vivre tout simplement. Tu divagues. Tous les hommes pourtant désirent ce bonheur. Il n'y a pas d'âme dans tout ça. Ce qu'il faut, c'est réapprendre à se sentir libre, et la soif de vivre renaîtra. Il faut ouvrir les yeux et voir. Hamdouche éclata de rire. Le monde est dur, dit-il en frappant du poing contre le mur. Tous ceux qui aspirent à des idées élevées, généreuses, s'y briseront. Ne soyons pas surpris si l'épuisement, avant de commencer la lutte, se montre chez nous. Ces paroles perçaient le cœur de Omar. N'oublie pas que nos frères ont le don de s'accoutumer à tout, que leur misère ne les touche même plus. Je ne sais pas vraiment. Ils en ont honte plutôt et n'en parlent pas, et ils cachent leur douleur. Non, ce n'est pas vrai. Chez eux, le cœur est mort. Il faut éveiller leur cœur. Ce qu'il faut, c'est haïr et être dur. Il y a des hommes qui aident leurs semblables à devenir meilleurs. Tu en seras peut-être un. Peut-être. Pourquoi pas? De nouveau, Hamdouche se mit à rire et ce rire glaça Omar. Quand on veut pousser les hommes de l'avant, il ne faut pas se laisser attendrir par leurs gémissements. Si d'aventure tu leur accordes de l'amitié, ils ne te craignent plus. Tu es décourageant. C'est ainsi. Ni toi, ni moi, n'y pourrons rien. Depuis que je suis au monde, j'ai entendu prêcher la bonté et l'amour du prochain. Je les entends toujours, ces prêcheurs. Mais je ne vois pas que des hommes aient changé à leur avantage. Omar écoutait en silence. Déjà, il commençait à désespérer de Hamdouche. Sortant de chez son ami, Omar se sentit le cœur plein de faiblesse. Au moment de le quitter, il lui avait demandé pourquoi il n'était pas venu travailler. « Je n'en ai pas eu envie », avait répondu le rouquin. « Prête-moi ta plume. » Prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Monsef. Prête-moi ta plume, émission réalisée par Souber Ketani. Prête-moi ta plume. البعيد لبلاد فيها